Bonsoir, Abel Bilobe. Bonsoir, bonsoir Jean-Jacques. Et merci d'avoir organisé cette journée de réflexion qui clôture très certainement une phase quasi d'électeur qui n'a jamais eu lieu par le passé. Alors que nous sommes à la 17e élection. Cette élection-ci, c'est l'élection numéro 17. Si vous comptez à partir de 92, avec le retour du multipartisme, etc. Moi, je n'imaginais pas que, après 17 élections, les mœurs politiques, au lieu de se consolider, de s'élever, de devenir beaucoup plus vertueuses, on allait plutôt régresser et tomber dans un environnement politique où le terrorisme, le mot est à sa place, est devenu la voie par laquelle on compte obtenir les suffrages que la Constitution nous demande de participer à l'expression. La Constitution dit que les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Or, quand nous regardons le taux d'abstention, on doit bien se rendre compte qu'on n'est pas en train de concourir à l'expression des suffrages. 8 092 692 inscrits, 42,24% d'abstention. C'est-à-dire à peu près 4 millions. J'ai plusieurs fois ici évoqué ce grave danger qui s'annonçait en raison de la qualité des comportements des acteurs politiques. On a entendu des tas de discours qui sont en fait des discours de crise, qui appellent la crise. J'ai entendu des responsables politiques, des candidats, demander aux électeurs d'aller voter et de surveiller leur vote. Je ne sais pas à quoi ça tient. Il n'incombe pas aux électeurs de surveiller les votes. Aucune disposition dans l'architecture électorale de notre pays ne prévoit que les électeurs surveillent le vote. Il est prévu des gens qui surveillent le vote. Il est prévu que dans la commission locale de vote, qui est l'instance qui supervise le déroulement du scrutin dans le bureau de vote, que tous les candidats à l'élection soient représentés. C'est à eux que revient la mission de surveiller le déroulement exact du scrutin. On a déplacé cette responsabilité par des discours populistes pour demander aux électeurs de surveiller. Comme quoi, pendant toute la période qui a précédé la mise en place des candidatures de façon légale, pendant toute la période de pré-campagne, pendant toute la campagne, on a préparé les électeurs à un vote qui n'est pas juste. Puisqu'on leur demande de surveiller ça. Moi, je n'ai jamais entendu en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, les candidats demander aux électeurs d'aller surveiller les votes. Donc, nous avons eu une situation, nous avons eu une élection qui se déroule dans des conditions qui ne doivent plus revenir. Et qui relève d'un construit. Qui relève d'un long construit, dont l'opposition a une très grande responsabilité. Parce que je veux dire à tout le monde, j'ai 40 ans d'opposition. Tous ceux qui veulent casser là, beaucoup n'ont pas encore même 5 ans d'opposition. Mais dans les 40 ans là, il faut que les gens sachent que la façon dont les élections sont organisées actuellement au Cameroun, c'est nous, de l'opposition, qui avons voulu ça. C'est nous en 90 qui avons voulu que le MINAT quitte l'organisation des élections.
et qu'on obtienne des structures que nous avons pensées indépendantes, qu'on appelle les commissions de supervision. La commission communale de supervision, qui reçoit tous les procès-verbaux dans une commune, qui fait les résultats et les proclame. J'ai été conseiller municipal. J'ai participé en 2007 à la commission communale de supervision de Douala 5. J'étais là, c'est moi qui tenais les PV du SDF. On a fini les travaux, on a proclamé les résultats. C'est ce que demande la loi. C'est nous de l'opposition qui avons obtenu les commissions départementales de supervision. Ça, il faut le dire aussi. C'est nous qui avons voulu que ces commissions départementales de supervision soient sous la direction d'un magistrat. Et nous avons obtenu que ce soit le président du tribunal de grande instance du département. Nous avons obtenu que lorsqu'un département n'a pas de tribunal de grande instance, que le président de la cour d'appel désigne un magistrat. C'est nous. Ce n'est pas le RDPC qui voulait ça. Et nous avons obtenu que dans ces commissions de supervision, au niveau départemental, qu'elles soient compétentes pour les élections législatives et qu'elles soient compétentes pour les élections présidentielles. Les élections sénatoriales et régionales sont venues après. Il a fallu adapter les lois par rapport à ces deux élections qui, au moment de 90, quand on écrivait les lois, les trois lois de 90, la loi organisant l'élection du président de la République et la vacance à la présidence de la République, la loi organisant l'élection des députés à l'Assemblée nationale et la loi organisant l'élection des conseillers municipaux. Ce sont les fruits de nos luttes. C'est nous qui avons voulu que tous les procès-verbaux arrivent à la commission départementale et que la commission départementale fasse la compilation, qu'elle ne proclame pas de résultats parce que il y a des contestations probables. Et nous avons inscrit que ces contestations soient du ressort à l'époque de la Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel. Et que toutes les observations qui peuvent être faites dans la commission départementale de supervision soient inscrites dans le procès verbal de cette commission-là. Nous avons obtenu que lorsque cette commission fait son procès verbal, elle envoie avec tous les procès verbaux des bureaux de vote. J'ai été membre de la commission départementale de supervision. En 2020, j'étais candidat aux élections législatives. J'ai vu ce qui se passe là-dedans. Tous les procès verbaux de la circonscription du Vouri. De Vouri, c'est 4 circonscriptions. Vouri Centre, Vouri Sud, Vouri Ouest, Vouri Est. Tous les procès verbaux ont été transportés par le président du tribunal de grande instance du Vouri en destination de Yaoundé à la Commission nationale de recensement général de vote, qui est un organe indépendant, comme les commissions départementales, comme les commissions communales de supervision. Les gens pensent que, et le discours menteur de certains acteurs politiques, dans leur élan populiste, ils font croire que ces commissions-là sont des organes de l'ECAM. Or, ces commissions ne sont pas des organes de l'ECAM. Et l'ECAM est simplement représenté dans ces commissions-là, comme les partis politiques, certainement dans des proportions plus élevées. Dans la commission départementale de supervision, il y a 3 représentants d'Elections Cameroun, 3 représentants de l'administration, et le reste, ce sont les représentants des Tout cela, c'est pour démontrer quoi, Elibi? Tout cela, c'est pour démontrer la responsabilité grave que prennent les acteurs politiques. Et à partir de maintenant, j'interpelle la majorité politique qui est en place. Elle doit tirer les leçons et corriger à la fois et le code électoral lui-même et le code pénal pour criminaliser et pénaliser des comportements que le président de la Cour suprême, dans son discours
à la rentrée des cours et tribunaux en 2019, en février 2019, appellent des comportements manifestement illégaux qui trouvent leur légitimité dans la liberté d'expression. D'accord. Donc, on va aborder la liberté. J'ai gardé à cette majorité ce petit texte biblique. Oui. J'espère que M. Biaké a gagné, va tirer les leçons et organiser que ce genre de choses ne se passe plus. La Bible dit, et c'est Tite, c'est Paul qui parle à Tite, il y a beaucoup d'indisciplinés, des vains parleurs, des gens qui parlent dans le vide, des gens qui abusent l'intelligence, ils trompent. Et Paul dit, il faut leur fermer la bouche. Je suis de ceux qui demandent qu'on leur ferme la bouche. D'accord, nous on ne fermera la bouche à personne. Car ces gens-là continuent de bouleverser des maisonnées entières. Les morts tombent. 5 morts à Douala. Une gendarme est morte. Le recteur de Tcham a échappé belle. Sa maison a été brûlée à moins de 48 heures après la clôture du scrutin. On n'a jamais vu ça au Cameroun. Il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là continuent à bouleverser des maisonnées entières en enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'il ne faut pas enseigner. C'est la Bible qui le dit. Alors, on va attaquer justement le sujet sur le décryptage de ces résultats, les chiffres. Paul-Stéphane Mounouga, Paul Biya vainqueur avec 53,66, suivi de Loma 35,19. Qu'est-ce qui retient l'attention du politologue à l'observation justement de cette grille des résultats et de ces chiffres? Plusieurs éléments retiennent mon attention, mais parmi les éléments qui retiennent mon attention, je commencerai par dire que quand vous analysez froidement ces résultats, vous vous rendez compte que la gouvernance du mandat présidentiel qui vient de s'achever n'a pas rencontré l'assentiment du peuple. Parce qu'en réalité, si quelqu'un part du gouvernement, en 2 mois, il réussit à avoir 35%, ça veut dire que quelque part, vous devez questionner votre gouvernance. Et pour questionner votre gouvernance, vous devez questionner les hommes qui vous accompagnent. C'est le premier sentiment qui se dégage en réalité de ces élections. Ça veut dire que ceux à qui le président de la République de 2018 en 2025 a confié des tâches n'ont pas aidé le président de la République. Parce qu'on ne voit que les 35% de Tiroma. Mais j'ai envie de vous dire que si on regroupe le score de toute l'opposition, j'ai envie de vous dire que en réalité, c'est un échec. 7%. En réalité, c'est un échec pour le RDPC en réalité. C'est même presque une défaite. Donc, c'est la première leçon qu'il faut tirer. Maintenant, s'il faut questionner le pourquoi de la leçon, on se rend simplement compte que c'est un problème d'homme. Et peut-être quand on va arriver dans les perspectives, je vous dirais certainement que pour le président de la République, pour être sûr justement que le président de la République reprenne les choses par les mains, on va observer ses premiers actes, notamment son prochain gouvernement. C'est ça qui va nous permettre de savoir si lui-même il a pris conscience que de 2018 en 2025, il n'a rien fait. Il parle de 71% à 53%. Exactement. C'est une sorte de vote sanction en réalité. Ça veut dire que certains citoyens ont compris que peut-être il est temps de passer à autre chose. Et le second enseignement concerne l'opposition. Parce que quand on analyse aussi froidement ces résultats, on se rend compte qu'une candidature consensuelle aurait gagné le président de la République. Ça saute aux yeux quand vous analysez les résultats que si on avait eu un candidat consensuel, certainement on aurait eu à ce jour un 3e président de la République. Ça démontre donc à suffisance que quelque part l'opposition porte en elle-même les germes de son échec. Il faudrait aussi qu'elle se remette en question, qu'elle se pose les véritables questions et qu'elle comprenne également qu'on prépare une élection à partir du lendemain de la proclamation des résultats. Ça veut dire que pour gagner en 2032, c'est à partir de maintenant qu'on prépare les élections de 2032.
Ce n'est pas en 2031. Sauf qu'on a un candidat de 3 mois qui fait un score. Ça, c'est exceptionnel. C'est un phénomène. C'est miraculeux même. C'est pour ça que je lui donne, comme on dit au quartier, je lui donne les mains. Mais ils doivent comprendre que c'est comme la Coupe du Monde. C'est pour ça que les pays africains n'arrivent pas à performer à la Coupe du Monde, parce qu'ils ne comprennent pas que la Coupe du Monde qui va se jouer en 2022, d'autres nations préparent ça depuis 8 ans. C'est pour vous dire que pour gagner l'élection en 2032, c'est maintenant que vous devez commencer. Mais ceux qui nous ont montré qu'ils préparaient l'élection depuis 7-8 ans aujourd'hui s'en sortent avec des scores misérables. J'ai envie de vous dire que dans ça aussi, il faut analyser l'environnement et la structure politique. Ça, c'est mon point de vue personnel. Quand vous analysez, vous avez l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont dit que ils vont simplement, justement, parce que je sais qu'il s'agit de l'honorable Cabral Libye, ils vont systématiquement le combattre pour lui montrer qu'il n'est rien. Peut-être à cause de ses positions. Vous croyez au tout sauf Cabral? Peut-être parce que le PCRN, on est convaincu qu'il y avait un appel à tout sauf Cabral au sein de l'opposition. Non, quand vous analysez et que vous êtes sérieux et vrai envers vous-même, vous avez l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont travaillé justement contre Cabral Libye, peut-être parce qu'ils n'avaient pas de positions extrémistes. Parce qu'on a deux types d'opposition aujourd'hui. Je le disais la dernière fois sur votre plateau. On a une opposition qui pense qu'il faut utiliser tous les moyens. Et on a une autre opposition qui pense qu'il faut travailler pour pouvoir arriver à étudier. Et vous allez donc vous rendre compte que quand vous êtes du côté de ceux qui pensent qu'il faut travailler, malgré tout ce qu'on peut reprocher au gouvernement, parce qu'il faut aussi dire que quelque part, on a des lois qui sont très injustes, comme notre code électoral. Il y a donc certaines personnes qui pensent qu'on doit faire avec, et jusqu'au moment où peut-être nous-mêmes on pourra modifier ces lois et rentrer à étudier. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'il faut utiliser tous les moyens, y compris la violence. Mais je vais sortir en disant que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est simplement la conséquence également d'une gouvernance. Parce que si on le dit vous l'avez déjà dit. C'est qu'on n'est pas sérieux envers nous-mêmes. D'accord, docteur. Sur ces chiffres-là, quelle est l'analyse que vous faites? Le président Biya a 53-66%. Depuis 92, c'est son plus mauvais score, on va quand même le dire, puisqu'on met un peu 92 dans une catégorie particulière, c'est son plus mauvais score. Et vous avez Issa Tiroma qui se lève en 3 mois, réussit à devenir second à cette élection présidentielle avec un 35-19%. Quels sont les chiffres qui retiennent votre attention et quelles sont les lectures, les grilles de lecture que vous proposez? Ma grille de lecture, je dirais, M. Issa Tiroma ne sort pas de nulle part. M. Issa Tiroma est un homme d'État, est un ministre, et je dirais un ministre, quelqu'un qui a été en fonction pendant de longues années. Et je ne suis pas sûr... Vous voulez dire qu'il était ministre en même temps qu'il préparait... Moi, je suis en train de penser, c'est à ça, je dirais donc que pendant qu'il était ministre, il avait déjà décidé de se lancer. Mais sauf qu'il n'avait pas fait une bonne analyse du kairos, c'est-à-dire l'instant présent. Il était sûr et certain, habité par l'hubris du pouvoir, il était sûr et certain qu'il allait gagner. Et je pense que ce sont les effets de l'hubris qui ouvrent à la violence. Mais maintenant, parlant du président de la République, son score, oui. C'est un score, il y a l'usure du pouvoir, il y a la gouvernance, comme on a dit. Usure du pouvoir, gouvernance, oui, 43 ans, ça fait quand même longtemps. Oui. Et surtout, je disais la ruse démagogique d'un certain nombre de personnes qui ont bâti la campagne sur son âge au lieu de parler c'est un point sensible, non? Au lieu de parler cette bataille, on s'accroche quand même sur les points faibles. Les Camerounais ne connaissent pas les projets. Je vais dire, au lieu de parler de projets, de programmes et de projets de société, ils ont passé le temps à parler de l'âge. Et naturellement... on le fera passer pour ça quand même. Non, mais en fait, je suis en train de faire l'analyse, je fais le procès de personne. Je veux dire, et puis naturellement, des alliances de dernière heure, certes des alliances souterraines, si on s'en tient à tout ce qu'on a pu lire.
tout ce qu'on a pu lire, un leader politique qui n'a pas pu a décidé de ne pas donner un conseil de vote, mais ces séides ont donné des consignes de vote. Du coup, quand on regarde, quand on suit, on sent directement que ces séides ont joué grandement dans la balance. Parce que quand on regarde Douala, où fonctionne davantage ces séides, quand on regarde même... les séides, c'est quoi? Les séides. Les séides, c'est les... Vous savez que moi je parle. Non, je parle, a raison. Je parle pour que. Faut que le message passe. Voilà. Faut qu'on mette pas là-dessus. Faut qu'on se comprenne. Qui a fait quoi? Les séides, c'est, je dirais, les affidés de dernière minute. Hein, c'est ce que j'appelle séides. Oui, voilà. Donc, il y a un contexte. Et c'est ce contexte qui a fait en sorte qu'il y ait des résultats soient à la baisse. Et quand on dit, parce que M. Elimi Lobéa et même Lionel ont parlé d'un certain contexte. Et ce contexte ne peut que jouer sur les résultats. Maintenant, est-ce que c'est le moment de pouvoir se projeter dans la perspective? Non, restons encore sur les résultats. Oui. Pour résumer tout cela, en termes terre à terre, 53,66% pour un homme qui est au pouvoir depuis 43 ans, est-ce que ça résonne comme échec au regard de ce que c'était? Je dirais, moi, en fait, parce que la démocratie, c'est 50 plus 1. Pour ma part... il y a les petites victoires, les petites victoires. On parle de 73%. Je dirais, oui, lorsqu'on parle de 71% à 53%, il y a ce contexte. Ça veut dire que désormais, on joue avec un contexte. Il y a un contexte qui est né, il y a des gens qui ont suscité un contexte, il y a des démagogues qui sont arrivés, et puis c'est tout ce cocktail. Et tantôt, on parlait des influenceurs qui sont devenus les machines à faire fonctionner les gens. C'est tout ça. Moteur de conscience. Oui, des consciences, oui. C'est tout ça qui peut arriver à ce que on voit, on regarde tout ça, que l'homme de la grandeur est un peu déphasé. Alors. Non, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas cela. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas déphasé. Ça veut dire que si les Camerounaises l'ont élu, ça veut dire qu'il est l'homme de la situation. Moi, je ne dirais pas le contraire. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il se dit, est-ce un échec? Non. Quand on est en démocratie, c'est 50 plus 1. Il est à 53, donc on va s'en contenter. Oui, il est élu. Oui. Maintenant, comme a dit notre ami le politologue, il y a des choses à faire pour pouvoir, dans son programme, dans la suite, oui. Alors, sur ces chiffres-là, Lionel, sur les chiffres, le score du président sortant, élu, les scores des autres partis politiques, parmi lesquels votre parti, le Social Democratic Front, y a-t-il des enseignements majeurs? Bien sûr, Jean-Jacques. Je crois que l'opposition a plus d'enseignements à tirer que le pouvoir en place, parce que c'est un pouvoir qui est déjà d'électeur, qui est déjà en sa phase terminale, que nous pensons qu'ils n'ont plus rien à perdre. Vous avez vu la mascarade qui se passait sur le terrain. Nul n'était cette mascarade-là. Je ne pense même pas qu'il devait être en train de présenter les 53% qui sont en train de présenter. Et là, vous n'avez pas écouté le peuple camerounais qui a passé le temps tous les soirs à vous dire mettez-vous ensemble. Si vous êtes ensemble, c'est fort. Les candidats qui se sont mis ensemble ont même fait moins que ceux qui ne sont pas mis ensemble. Dans quelles conditions aussi? Vous avez vu une coalition qui a été mise sur pied avec 3 candidats, Bello Bouba, Akere et Ateki. Et il faut le dire, Ateki et Mouna venaient de la partie anglophone du pays, où beaucoup de Camerounais ont dit nous voulons un président anglophone, avec parmi le grand frère Elimi Lobé ici. Il y avait Bello Bouba du Nord, où on nous disait il faut coaliser au moins avec une personne du Nord pour pouvoir faire le poids avec le régime de Yaoundé. Mais nous avons compris que ce n'était pas ça à un moment donné. Pourquoi? Parce que c'était les discours dont on a lu dans le passage biblique que les gens écoutaient. On les vendait le vent et ils ont écouté ce vent-là. Et c'est à partir de ces discours qu'ils ont fait le choix qu'ils ont fait. Je voudrais dire que cette élection peut être considérée comme un référendum.
cette élection qui a eu lieu le 12 octobre peut être considérée comme un référendum. Le pouvoir a compris que il avait perdu la main. Les populations n'étaient plus avec le régime. Ils n'ont même jamais été, mais cette fois-ci, vraiment, ils ont été vomis à une puissance où... C'est la lecture que vous faites des 53%. Oui, bien sûr. Le pouvoir en place a été vomi par bien sûr, bien sûr, bien sûr. Lorsque vous regardez, par exemple, je vais prendre le cas du Nord-Ouest, vous regardez le nombre de voix qu'a recueilli le RDPC dans le Nord-Ouest et celle de 2020, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui a changé entre 2020 et 2025. Est-ce que la crise s'est apaisée entre 2025 et 2025? Est-ce qu'il y a eu un retour des déplacés entre 2020 et 2025? Mais on est surpris que les chiffres, je prends l'exemple de mon village, Balignoa, le RDPC a eu 6 000 voix dans mon village et pourtant nous ne comptons pas 1000 âmes dans ce village-là. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si cela a été fait à Balignoa, qui est à 15 km de Bamenda, vous pouvez vous imaginer de nous, où on les a donné 15 000 voix et que le responsable local qui était là en rentrant a été kidnappé par les mêmes populations et a été exécuté. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais en résumé, pour dire que les 53% là, c'est une grande chance pour ceux qui sont aux affaires. Si on va dans le fond... Grande chance. Quand vous choisissez le mot chance, grande chance. quand vous refusez de comprendre ce qu'il veut exprimer. Donc, grande chance, vraiment, c'est pas le mot qu'il faut utiliser, comme l'a dit le grand frère. Il faut savoir que le régime en place a toujours manigancé les élections. Et cette fois-ci, si ce n'était pas le cas, je vais vous faire une confidence. Mais sauf que le SDF a refusé d'aller au Conseil constitutionnel. Je vais vous faire une Pourtant, confidence. vous aviez des éléments qui pèsent. Je vais vous faire une confidence. Oui. Nous allons au Conseil constitutionnel après chaque élection, à la Cour suprême et au Conseil constitutionnel. Et nous savons déjà ce qui se passe là-bas. Nous devions y aller si le candidat de l'opposition partait pour pouvoir soutenir et l'aider à argumenter sa défense. Mais lorsque le candidat lui-même a dit qu'il ne partait pas, on n'a pas vu pourquoi est-ce qu'on devait se retrouver. Je dis que c'est Joshua aussi qui n'a pas voulu y aller. Bon. Vous êtes en train de le dire. Je parle du candidat de l'opposition. Je ne vais pas parler de Joshua aussi. Il n'y a pas un candidat de l'opposition. Il y a un candidat de l'opposition qui se plébiscitait. Nous, on pensait que en allant là-bas, on pouvait l'aider avec ses arguments parce que une fois que Issa Tiroma a décidé de ne pas y aller, parce qu'au sorti du 12, on connaissait déjà notre performance. On savait déjà qu'on n'est même pas parmi les 5 premiers. Donc, c'était évident pour nous. Et puis, je vais vous dire, Jean-Jacques, une élection, c'est beaucoup de paramètres. Et lorsque nous avons passé le temps à mobiliser nos forces, à réunir les représentants dans les bureaux de vote, on est tombé dans un piège à la dernière minute. Nous avons considéré que l'élection présidentielle est une circonscription unique. Et nous avons déposé la liste de nos représentants à la direction générale de l'ECAM. Et l'ECAM n'a pas disséminé les listes au niveau communal. Nous avons vu nos représentants dans plus de 85% des bureaux de vote renvoyés parce que le communal de l'ECAM n'a pas reçu la liste. Jusqu'à 15 heures. Vous avez compliqué la tâche, hein, vous-même, en déposant la liste écoutez, au niveau national, lorsqu'on dit que par le passé, vous la déposiez directement au niveau communal et c'était plus efficace. Lorsqu'on dit que l'élection présidentielle est une circonscription, ça veut dire que si vous déposez, l'ECAM doit automatiquement informer et nous avons déposé à temps, dans les délais. On nous avait dit 6 jours avant le jour des élections et nous avons déposé dans les délais. Jusqu'à 15 heures, le jour des élections, nous étions encore en train de nous débrouiller à pouvoir mettre les gens dans les bureaux. Vous voyez que tout ça, ça a joué. C'était une façon pour D'accord, c'est l'une des leçons. Et sachant que c'était au moins, pour une première fois, un parti politique avait réussi à faire cet exploit-là, à déposer ces listes avec les noms et les contacts des différents représentants. Ils ont compris que ça devait être très difficile pour eux. Autre chose, c'est que quand vous regardez dans 90% des bureaux de vote, les représentants de l'ECAM sont les militants du RDPC. Les représentants de l'administration sont les militants du RDPC. Vous pouvez déjà comprendre ce que ça veut dire. Mais les représentants de vos partis sont les militants de vos partis. Sauf que vous les avez pas. Sur les chiffres, cette loi Bidon, 53%, Paul Stéphane pense que c'est quasi échec.
Docteur Basile Ngono dit qu'on est en démocratie. Même une voix fait la différence et c'est suffisant. L'approche de Lionel est un peu plus complexe là-dessus. Comment est-ce que vous lisez d'abord le score du président sortant et les scores des autres candidats? Monsieur Limbi Lobé nous rappelait tout à l'heure que nous sommes à la 17e élection. Et quand vous prenez les scores du président aux différentes élections présidentielles, je crois que la décadence est visible, nettement visible. Et le président est passé en moins de 7 ans de 71 à 53. Ne faisons pas comme s'il ne s'était rien passé. Ça signifie tout simplement que le président Biya a cessé d'être et l'élu des cœurs et l'élu des urnes. Et cette élection nous démontre que au niveau des cœurs, M. Issa Chiroma est devenu l'élu des cœurs. Mais que le président Biya est devenu l'élu des urnes. Parce que les urnes ont parlé. Et il ne faut pas faire qu'on fasse comme si ça n'avait pas une signification. Je vais vous parler par 3 images. Arlette Laguié, une femme politique française, s'est insurgée une fois en disant « Mais ce n'est pas possible. Je fais de la politique pour les pauvres et les pauvres ne viennent pas m'écouter. Ce sont les riches qui viennent à ces meetings. » Elle ne comprend pas. Le professeur Maurice Duverger a dit du président de Gaulle que sa personnalité était si forte que si on avait pris un sac de patates et qu'on ait écrit dessus de Gaulle, ce sac eût été élu à la présidence. C'est des images qui ont trompé le président Biya. Il n'a pas vu la forêt pousser parce qu'il y avait juste un arbuste, un arbre devant lui. Et le professeur Schwarzenberg nous a appris qu'il a maintenu le maréchal Tito en vie pendant 20 ans, alors qu'il était déclaré cliniquement mort. Tout simplement parce que le nom Tito symbolisait l'unité de la Yougoslavie. Et c'est des images qui ont suffisamment flatté les égos de notre classe dirigeante. Et aujourd'hui, le président Biya doit pouvoir se rendre compte que dans la ruse, ce qu'il a créé comme opposition, c'est-à-dire une opposition de convenance, je vous l'ai souvent dit, il n'y a pas d'opposant. Si j'enlève Limbi Lobé, je m'enlève moi-même, on n'en trouve pas beaucoup. Ah, vous êtes déjà opposant? Oui. Ah bon? Oui. Donc vous n'êtes que suspendu du RDP. Tous mangent et déjeunent dans le creux de la main du président dans la nuit et viennent nous fournir des mascarades comme ce qu'on voit. Ce n'est pas sérieux. Il faut pouvoir dire à l'opposition aujourd'hui, ceux qui ont refusé des coalitions, ceux qui ont soutenu le bon diable et autres, on n'est plus dupes. On les voit venir. Et je suis un peu dérangé parce que moi je suis allé en France pour apprendre la science politique. Mais quand je suis rentré au Cameroun, je me suis rendu compte que 30 millions de Camerounais sont des politologues. Mais aucun n'a mis les pieds dans une faculté de sciences politiques. Vous avez des illuminés comme, je lisais encore un papier de Jean-Pierre Bokolo. Un réalisateur télévisuel. Un réalisateur télévisuel au bras court d'ailleurs. Au bras court. Venir nous donner des leçons en train de construire, de tisser des images. Non. Il faut que ça cesse. D'accord. L'imposture, que ça cesse. Vous dites que le président, il n'a pas vu la forêt. Au niveau, il n'a pas vu la forêt. Ça s'est dessiné devant lui. Ça s'est dessiné devant lui. D'ailleurs, dans son parti. Oui.
C'est-à-dire que l'élection du 12 octobre était la finalisation d'un coup d'État qui avait été préparé dans sa maison et avec les siens. Le premier coup d'État qu'il y a eu, d'abord dans cette République, les gens s'est passé inaperçu, mais tout le monde savait que c'était un coup d'État. Ça a été le coup d'État administratif. Quand on a donné une délégation permanente de signature à un fonctionnaire, vous voyez comment c'est que le pays est devenu. Il y a eu ça. Il y a eu le coup d'État économique. Il y a eu le coup d'État politique interne au sein du RDPC, où on a coupé le président Biya, on l'a aveuglé de sa base militante. J'avais commis un article à l'époque que j'avais appelé le push de la Légion Kyoté. Et ils ont fait croire à Paul Biya qu'il pouvait mieux s'occuper du parti, qu'il aille se reposer. Et pendant ce temps, on a tissé à des étages, à 9 niveaux, des mafias. Et il fallait donc ces élections-là pour venir concrétiser le coup d'État politique général. Mais ils se sont trompés sur beaucoup de choses. L'armée n'a jamais fait un coup d'État pour un civil. Tout à fait. L'armée ne fait pas un coup d'État pour un civil. Ils ont essayé leur part en 84, ils ont échoué. Et maintenant, on comptait sur eux. C'est ça qui m'a poussé donc à faire une autre tribune, le Cameroun sur la voie du syndrome ivoirien et gabonais. Qu'on s'attend, ce qu'on voulait nous faire comprendre, à quoi on devrait s'attendre, c'est que ce soir, au jour de la proclamation des résultats, que le coup d'état scientifique qu'on a annoncé depuis, que la rue prenne donc les affaires et vienne donc mettre le président Biya dans la rue. Et ça, c'est avec la complicité interne du RDPC. D'accord, c'est clair. Et c'est des gens... On va chuter, oui. Je chute. Et c'est des gens qui, vraiment, quand ils regardent ces résultats, ils doivent comprendre que le peuple ne veut plus d'eux. Le peuple peut vouloir du président Biya parce qu'on sait ce qu'il a fait pour le peuple. Mais à cause de l'arrogance, l'insolence, la condescendance, toutes ces vices réunis ont fait que le peuple vient dire à Paul Biya le 12 septembre que, monsieur, d'accord, il faut les changer. D'accord. On est à 53,66%. En 2018, on était à 71,28%. En 2011, 77,99%. En 2004, 70,92%. Jamais en deçà de 70%. Mais là, nous sommes à 50%, pratiquement à Beleni-Biobé. Je vous avais déjà dit ici, et vous avez bien fait de révéler les chiffres de 2011 et de 2018, puis ceux de maintenant, que le président était en train de perdre des voix dans son propre camp. Il faut rappeler que 2011, c'est la première élection que Elections Cameroun organise. Il a donc 99%. À la deuxième élection, 2018, il a 71%. Il est parti de 3 772 000 voix en 2011 à 2 522 000 voix. C'est-à-dire que dans son propre électorat qui lui est fidèle, il a perdu 1 250 000 voix. Ça devrait déjà amener les stratèges du RDPC à se poser des questions sur la viabilité même de la candidature du président pour ce énième mandat qui risque d'être un mandat de trop. Et aujourd'hui, il s'est maintenu grâce à un corps électoral en augmentation. Il est à 2 400 000 voix. Mais autre chose m'intéresse beaucoup dans ces chiffres. Vous savez, je considère que Elections Cameroun,
c'est notre bébé dans l'opposition. Et je m'insurge contre tous ceux qui organisent une suspicion permanente sur la crédibilité des efforts que Elections Cameroun fait. Parce que la décote du président, qu'on dit être celui pour qui Elections Cameroun travaille, ne s'avère donc pas vrai. Le président passe pour la première élection de 77% de suffrages valablement exprimés, à 71, puis à 51. Si l'élection était tant frauduleuse, il serait passé 80. Si les gens qui sont autour de lui, qui voulaient absolument, vaille que vaille, montrer que le président tient les rênes, il est populaire, il est aimé, ils auraient donc fraudé jusqu'à avoir, ou peut-être même 80%. Donc, ce discours de suspicion infondée, j'ai vu des ONG dont les présidents ne participent jamais aux élections, qui vivent des financements de l'Union européenne, qui ont intérêt à démontrer tous les jours que le processus électoral est chaotique, il est mauvais. Je les vois dans toutes les réunions que comme les membres du conseil électoral organisent dans les régions. Ils n'ont qu'un seul discours qui vise à préparer les esprits à la fraude électorale qui ne démontre pas. Je rappelle ici que depuis 2011 là, jusqu'à aujourd'hui, tous les contentieux qui ont eu lieu, personne n'a jamais établi que voici le procès verbal déposé par Elections Cameroun, voici un procès verbal venu d'un bureau de vote qui le contredit. Personne. Les gens sont sur tous les plateaux de télévision tous les jours à démontrer que ça s'est mal passé. Je vois Maître Sim qui se balade partout. Je ne sais pas très bien en qualité de qui il était encore à la Commission nationale de recensement général des votes. Lui qui est du MRC, il se retrouve le représentant de quelqu'un qui a empêché Maurice Kamto de se faire entendre en 2018. Regardez ce niveau de pollution dans les mentalités. C'est M. Maître Sim qui est dans les plateaux pour démontrer comment un procès verbal, il n'a pas pu à la Commission nationale de recensement général de vote démontrer, c'est verrouillé partout. Les gens sont convaincus que toute sorte de blabla qu'on peut tenir à l'endroit des Elections Cameroun passe dans les esprits. Après, ils s'étonnent qu'il y a 4 millions d'abstentions. Tu sais ce que la Bible dit? La Bible parle de 4 millions d'abstentions. Elle parle dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Et 2 Bibles à la fois. Oui, parce que je prends la version qui peut être mieux comprise. Ça, c'est la version de Louis II. Ou de Louis II. Voilà, que je lis ici. Tu sais ce que Paul dit aux chrétiens de Corinthe? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Point d'interrogation. Courez de manière à le remporter. Est-ce que nous avons couru de manière à remporter? Les gens vont venir sur les... empêcher de courir. Quel est le genre de... Avons-nous couru de manière à remporter? On sait qu'un seul. Quand j'entends des gens se réjouir qu'ils sont troisième, alors que le résultat ne sont pas encore sortis. Question, courait-il pour remporter? Tu as dit que vous avez déposé vos listes de représentants à Elections Cameroun. National. Ce n'est pas ce que la loi vous demande de faire. L'article 54 alinéa 2. Au plus tard, le 6e jour avant le scrutin, les noms des représentants de l'administration et des candidats, liste de candidats ou partis politiques choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote concerné sont notifiés au démembrement communal. Correspondant? Qu'est-ce que vous êtes parti faire? La représentation à nationale. La représentation nationale. Vous avez créé, vous voyez, si on travaillait ensemble,
dans une synergie de groupe que j'ai appelée des années et des années durant. C'est vrai. Pour que les bons des connaisseurs à l'intérieur du SDF, et Dieu seul sait, c'est ma famille politique, mon nombril est là-bas. Oui. Je sais qu'il y a là-bas des gens de haute facture qui à la fois maîtrisent les textes et sont susceptibles de développer une stratégie efficace, comme il y en a dans d'autres partis. Mettons ces esprits ensemble. Ils refusent. Ils font comme si, tu as dit tout à l'heure quelque chose de pertinent, que ce n'est pas les programmes. Non, tu as raison. Si c'était les programmes, le RDPC ne gagnerait pas. C'est depuis 2007 que j'ai conduit une étude qui nous a montré que les déterminants des votes des Camerounais, c'est pas on a goudronné les routes. Ce n'est pas ça. Vous croyez que tous ceux qui sont en train de vouloir se battre pour Issa Chiroma, c'est parce qu'ils aiment Issa Chiroma? Je vous rappelle que Issa Chiroma est candidat aux élections. C'est le seul ministre dans le régime de Biya qui va aux élections. Il était aux élections en 2007, législatives, dans la circonscription de la Benue-Ouest. C'est sa circonscription, 2 sièges. Tête de liste, il est battu. Il était au municipal, à Garoua 1er, tête de liste, battu. 2013, même chose, battu. 2020, même chose, battu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les gens qui vivent avec Issa Chiroma, qui sont sa base supposée électorale, qui le connaissent, ne veulent pas de lui. Ils ne veulent pas de son parti non plus. Je vous rappelle qu'au moment où je parle ici, Issa Chiroma est conseiller municipal de Garoua 1er, où il a eu 3 sièges en 2020. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le score que Issa Chiroma a là, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, qui est très pertinent, il faut qu'on puisse comprendre d'où vient ce score. On se bat pour que les forces de l'opposition, dont il n'est pas membre, coalisent. Tout le peuple, comme tu l'as dit, que tout le monde demande qu'il y ait une coalition de l'opposition. Est-ce que quand tout le monde, des mois et des mois durant, est en train de demander la coalition, on attendait Issa Chiroma là-dedans? Il était dans le régime, non? Il arrive à la 24e heure et puis... voilà. À la 26e même. 25e heure. Et ce qui l'amène, il sort, il dit qu'il est maintenant candidat, et on se rend compte que c'est l'opposition. Ce sont des acteurs de l'opposition qui se prévalent du nationalisme, qui se prévalent d'être des révolutionnaires, qui prétendent avoir organisé tous les événements de 90. C'est eux qui s'en vont fabriquer Issa Chiroma comme candidat de consensus. Un paradoxe. L'idée qu'il est candidat de consensus va lui profiter. C'est elle qui lui profite là. Je ne sais pas quel programme Issa Chiroma a eu. Je ne vois pas les peuples du sud-ouest à qui Issa Chiroma dit que lui, il est en contact permanent avec les organisateurs des meurtres. Je ne pense pas que l'électorat des enfants du nord-ouest et du sud-ouest sont suffisamment si mauvais de penser qu'ils doivent donner leur suffrage à celui qui a organisé, qui participe, qui collabore, qui négocie, qui cause avec les gens qui ont tranché la tête de Florence Ayafor, après lui avoir enfoncé le bâton dans le vagin. On comprend la gravité. On ne peut pas me faire croire que notre peuple est si insensé. Or, Issa Chiroma, que personne ne connaît au littoral. Vous avez appris un jour que dans le cadre du FSMC, Issa Chiroma a fait une descente dans les organes de base
au littoral. Alors, Il a été dans le Mungo. Vous nous permettez d'ouvrir la page justement concernant ces autres grilles de lecture, concernant le résultat des candidats dans des régions, le cas Paul Biya, le cas Tiroma. On va vous donner la parole tout à l'heure. Oui, je termine s'il te vous... plaît. Oui. Rapidement. Vraiment Pour rapidement. dire que c'est pas s'il a 35% là, c'est simplement parce que dans l'esprit des gens, on dit qu'il c'est lui le candidat du consensus. Or, aucun candidat ne l'a rallié. Il faut que tous ceux qui l'ont voté sachent que ils se sont laissés tromper. Parce que quand nous on parle de candidat du consensus, on est en train de dire que les autres candidats doivent soutenir l'un d'entre eux. Or, aucun candidat parmi les 12, parmi les 11, moins lui, aucun candidat ne le soutient. Il est donc le candidat du consensus de qui? Comment? D'accord, merci. Merci, Libi Lobé. On va entrer dans cette question-là. Vous voyez donc comment les gens profitent de la lutte, de la longue lutte de l'opposition, de la douloureuse lutte de l'opposition, qui dure déjà 40 ans. Des gens sont capables de sortir du régime qu'ils servent pour venir récupérer les bienfaits. La mise. D'accord, on va continuer l'émission.